Écoutez, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. On est ravis et je suis personnellement ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinar. On va rentrer, très vite dans le vif du sujet. En quelques mots, moi je m'occupe de ces sujets-là, à la fois en France avec Antoine et puis au niveau international. On a, énormément d'échanges, de questions, que vous nous posez, que nos clients nous posent depuis maintenant quelques semaines et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous les partager, de vous faire réagir si vous le souhaitez à travers le chat et puis de pouvoir avancer tous ensemble dans cette direction-là. Bonjour à tous, Antoine Jonin. Comme le précisait Étienne, on travaille sur ces thématiques de Strategic Cost Transformation depuis quelques mois. On a de nombreuses expériences passées et puis surtout beaucoup d'actualités, une actualité extrêmement riche à vous partager. Voilà. Et donc l'idée, c'est pouvoir vous partager ces grandes tendances sur le marché et pouvoir répondre à un maximum de questions. Parfait, merci Antoine. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. En guise d'introduction, je voulais vous proposer de partager un petit peu l'équation, on va dire, économique, qui est une équation à plusieurs variables dans laquelle nous nous trouvons toutes et tous actuellement. Une équation avec, des variables qui étaient connues avant la crise du Covid. Je ne vais pas toutes les énumérer, que ce soit les tendances de transformation, de croissance, toutes les opportunités amenées par la technologie, mais aussi un certain nombre de contraintes, en particulier les contraintes, réglementaires et puis, une évolution progressive mais réelle, des canaux de demande, de digitalisation des canaux de demande, un rôle de plus en plus important dans ce paysage-là des marchés émergents. Tout ça, et ça fait écho au webinar qu'on aura dans quelques semaines, tout ça sous-tendu, accompagné par une volonté à la fois des clients, mais aussi des employés, de vos collaborateurs, de nos collaborateurs, de s'inscrire dans des transformations pérennes, sustainable et conscientes, on va dire, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc ça, c'est des variables qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, si je puis dire. Et puis, avec la crise du Covid, on a des nouvelles variables qui viennent d'apparaître. Alors, quand je dis nouvelles variables, j'aurais envie plutôt de préciser des variables qui ont été renforcées ou dont l'importance a été renforcée depuis quelques semaines. L'évolution du mix canal, dans un premier temps, on a eu beaucoup d'exemples, on en a beaucoup parlé dans la presse de business, en particulier des business dans le B2C, qui sont passés de canaux physiques à des canaux digitaux. On l'a vu dans le retail, dans la grande consommation, on le voit aussi dans l'automobile. Aujourd'hui, des acteurs de l'automobile en France et dans le monde qui sont capables de proposer un acte d'achat 100% digitalisé à leurs clients. Une deuxième variable qui va être la nécessité de considérer systématiquement désormais dans vos plans de transformation, la notion de business continuité, de continuité de service. C'était plutôt un sujet qui était rangé, dans la catégorie risque historiquement. C'est, devenu une considération stratégique, tant on voit l'impact que cette continuité de service a eu sur certains secteurs dernièrement. Une troisième variable qui a une sorte de paradoxe puisque, et c'est bien l'objet de la discussion d'aujourd'hui, on a, collectivement un enjeu, d'optimisation, de nos coûts et de nos dépenses, de gestion aussi de nos positions de cash et en même temps, on a assez peu de budget, voire, parfois plus aucun budget pour investir dans cette direction-là et donc il y a ce nouveau paradigme un petit peu à résoudre. Si on regarde un pan un petit peu plus positif de ces dernières semaines, on constate, et c'est ce que vous nous dites depuis maintenant 4 à 6 semaines, ce qu'on constate sur le marché, c'est que la crise et les modes de travail, les modes de collaboration et les modes d'interaction avec vos clients ou avec vos usagers ont évolué. Et en évoluant, certains d'entre eux ont révélé des potentiels d'amélioration, des potentiels de simplification et parfois tout simplement des potentiels de refonte ou de réinvention de certains de vos processus et de certaines de vos activités. Et puis dernière variable, qui en est une à part entière, sur laquelle je voulais insister, c'est cette notion de marché qui vont fonctionner un peu tel un yo-yo dans les prochaines années. C'est notre conviction. C'est aussi ce que vous nous partagez actuellement et c'est votre préoccupation. Comment finalement se transformer, non pas juste pour passer 2020 et préparer 2021, mais pour être capable d'anticiper les prochaines difficultés, mais aussi de capter les prochaines opportunités qui seront offertes par des marchés, par des technologies ou par l'essor de telle ou telle opportunité de marché.
Donc voilà un petit peu, on va dire, l'équation, complexe à laquelle on est toutes et tous confrontés. Dans ce contexte-là, et on a fait un petit peu d'analyse documentaire, en amont de notre rencontre d'aujourd'hui, on pense que les programmes, en particulier ceux dont on parle beaucoup dans la presse, très orientés sur la réduction des coûts par la diminution du nombre d'effectifs, par le nombre de salariés, si elles sont parfois nécessaires, ces décisions, ne peuvent pas être la seule et unique réponse à ce qu'on vient de se citer préalablement. On ne peut pas traiter la flexibilité du modèle opérationnel, la capacité d'embarquer des nouveaux canaux d'interaction avec les clients par la simple réduction des coûts ou la simple diminution du nombre de collaborateurs dans les entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voulait partager avec vous, c'est quand on regarde avec un petit peu de recul, on a fait l'exercice là sur les 2-3 dernières années, de regarder les sociétés qui avaient lancé des projets de réduction, de transformation de leur base de coûts, et on se rend compte que dans un cas sur deux, et ben, l'objectif qui était initialement fixé n'est pas atteint. Alors, il n'est pas atteint soit en quantité de transformation, soit en délai de réalisation de cette transformation. Et il y a trois principales causes qui ressortent, à la fois de l'analyse qu'on a pu faire et des interviews qu'on a pu mener. La première cause, c'est le fait que le potentiel de gain qui a été initialement estimé était surévalué ou mal évalué. Et donc, on a très rapidement positionné des cibles et cranté des budgets sans forcément prendre le temps de les faire mûrir et maturer. Deuxièmement, un impact sur les délais de réalisation et de matérialisation des économies qui étaient anticipées, en particulier par freiné ou en tout cas ralenti par les discussions sociales avec les organisations syndicales et tout simplement par le rythme du changement et le temps qu'il faut à certains changements pour opérer. Et puis enfin, une troisième cause qui ressort aussi en première intention, qui vient de la capacité qu'ont eu ces entreprises-là à mesurer précisément toute la valeur générée par ces transformations-là et à la matérialiser et à la transformer, soit en effectivement réduction de coûts, soit en valeur par ailleurs. Donc ce sont un peu les trois principales difficultés, si je puis dire, qui ont amené ces plans de réduction des coûts menés de manière un petit peu historique à ne pas atteindre leurs résultats. Si on regarde maintenant ce que vous nous dites, on a passé beaucoup de temps, je vous le disais en introduction, ces 6 à 8 dernières semaines, à parler avec vous, avec vos pairs ou dans vos secteurs d'activité pour comprendre vos préoccupations, pour comprendre vos attentes et ce qui allait être pour vous les drivers finalement de cette transformation de votre modèle opérationnel. Il y a 2 choses principales qui ressortent. La première chose, et ça c'est très, très clair aujourd'hui en France, mais c'est aussi le cas, au niveau international, la réduction des coûts pour la réduction des coûts, ça ne fait pas tout. La vraie préoccupation qu'on entend de votre part aujourd'hui, c'est comment, construire et déployer un modèle de fonctionnement, des ways of working, un modèle opérationnel qui soit plus agile, qui soit plus adaptable et qui me permette de mieux, anticiper et prévoir les pics et les creux, du marché. Donc cette notion de variabilisation des charges est quelque chose qui devient prépondérant et qui parfois d'ailleurs, est prioritaire sur la simple réduction des coûts. Le deuxième enseignement qui ressort, c'est que vous avez, en tête, et l'idée et l'ambition de ne pas focaliser votre énergie sur un ou 2 axes, on va dire, de simplification, mais sur vraiment être capable, dans le contexte, de repenser, de rechallenger tout au long de votre chaîne de valeur, les éléments qui vont vous permettre à la fois de réduire, vos coûts, d'améliorer votre situation économique, tout en travaillant sur votre agilité, de modèle opérationnel et en travaillant évidemment, la top line, à savoir la manière de développer des nouveaux revenus et d'acquérir des nouveaux clients. Et donc ça commence par, effectivement les canaux d'acquisition de clients et d'interaction de clients, avec les clients. Je vous le disais tout à l'heure, ce mix canal a évolué, ou en tout cas est en train d'évoluer avec la crise. Et c'est une formidable opportunité que vous avez aujourd'hui dans les mains pour finalement mieux adresser vos clients, mieux les conquérir, mieux
les fidéliser, mieux interagir avec eux, tout en baissant la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour mener ces tâches-là. La deuxième chose qui ressort assez nettement, c'est la nécessité de repenser toute la chaîne logistique, alors pour les entreprises qui en ont, qui sont concernées, dans sa globalité, avec une considération qui n'est pas uniquement, portée par la réduction des coûts ou par le trouver le moins cher ou le plus efficace, mais trouver un setup qui permette à la fois, d'avoir une efficacité opérationnelle certaine, d'être résilient, d'être capable de, on va dire, d'accepter certains mouvements de marché et aussi de prendre en compte les considérations de sustainability dont on parlait en introduction. Euh, Avoir une supply chain beaucoup moins chère, si je puis dire, mais qui a un impact carbone plus fort, est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui. En tout cas, vous nous demandez, dans les discussions qu'on a, de considérer ces notions-là dans les propositions qu'on peut vous faire. J'insisterai également sur les trois dernières lignes. Toutes les fonctions support, les fonctions administratives ont historiquement été beaucoup travaillées, beaucoup transformées. Pas uniquement d'ailleurs dans une logique de baisse des coûts, mais aussi dans une logique de repositionnement et d'apport de valeur à l'ensemble des salariés de l'entreprise. On pense et on observe à vos côtés aujourd'hui que, à travers les nouveaux modes de travail, à travers les processus qui ont été mis en œuvre pendant le Covid et une certaine prise de conscience de ce que l'automatisation peut permettre de faire, on pense que vous avez encore dans vos équipes, dans vos entreprises, dans vos organisations, des potentiels de simplification, principalement par la digitalisation, sur ces activités-là. Concernant le cost reduction des fonctions informatiques, je dirais que c'est un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire que c'est une fonction qui a été historiquement beaucoup travaillée dans cette optique-là. On pense aujourd'hui, en particulier en fonction de la maturité, on va dire, cloud, qui est la vôtre, qu'un certain nombre de quick wins, à la fois de quick wins qui peuvent d'ailleurs avoir un impact sur la position de cash, mais aussi de transformation un petit peu plus significative, peuvent vous permettre de détecter des zones d'amélioration encore significatives sur les prochains mois et les prochaines années. Et puis enfin, dernier point qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire que le fait d'optimiser les coûts de la fonction immobilière, le fait d'optimiser la capacité de faire travailler des collaborateurs à distance, était déjà une question que vous vous posiez il y a quelques mois ou quelques trimestres. Mais là, on va dire qu'avec le Covid, c'est devenu un sujet vraiment on top des agendas, un sujet prioritaire, à tel point que vous nous sollicitez aujourd'hui en particulier sur ces questions-là et sur comment trouver finalement le bon équilibre entre, d'une part, le pacte social et le pacte managérial qu'il va falloir construire ou reconstruire, dans un contexte où on sera peut-être un peu plus, de manière un peu plus pérenne, dans un mode de travail à distance, avec des salariés qui seront un petit peu plus autonomes dans leur gestion au quotidien, et en même temps une notion de business case et d'économie de ce modèle opérationnel entre les coûts immobiliers, les coûts informatiques pour permettre le remote working, tous les services qui sont proposés et nécessaires pour accompagner les employés dans leur travail au quotidien. Voilà, cet équilibre entre le business case et le pacte social et managérial, c'est une de vos préoccupations sur laquelle on est extrêmement intéressé évidemment de pouvoir vous aider et vous accompagner. Donc ça, c'est un peu le quoi, on va dire que c'est la matière qui aujourd'hui, en fait, de ce qu'on entend du marché, vous intéresse. J'aimerais maintenant qu'on fasse un petit zoom et Antoine, je vais te laisser la parole, sur, un peu plus le comment et que tu nous partages les tendances qu'on observe depuis quelques semaines sur les modalités, concrètes qui commencent à être mises en œuvre, justement pour adresser ces différentes, questions-là. Alors effectivement, on observe 4 tendances majeures, hein, sur le marché au regard des différents échanges qu'on a avec un certain nombre d'acteurs économiques. Le premier, c'est ce qu'on entend, c'est faire effet de levier sur les transformations existants, pour des raisons évidemment de rapidité d'exécution et aussi parce que la crise a permis d'identifier de nouveaux gisements d'efficacité et de productivité, notamment autour de l'automatisation. La deuxième tendance, elle concerne le prisme de réflexion. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les différents acteurs, hein, économiques envisagent, ne se limitent plus finalement à une analyse de leur modèle opérationnel sur leur organisation stricto sensu, mais pensent au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire associer clients et fournisseurs, et principalement les fournisseurs, dans cette logique d'identification de nouveaux leviers.
une vraie logique donc de filière derrière ça. Il y a évidemment deux sous-jacents à ça, c'est comment est-ce qu'on peut identifier de nouveaux gisements qui sont aux bornes de notre organisation. Et on sait que les interfaces avec les fournisseurs sont souvent un gisement qui est important et qui reste à explorer. Et puis deux, sur des partenaires à qui on confierait une partie peut-être plus large de l'activité qu'on opère, en s'assurant que ça soit évidemment opéré avec des standards qui soient best in class. La troisième tendance qu'on observe, hein, sur le marché, elle concerne la démarche. Ce qu'on observe, c'est une réelle volonté, hein, de s'affranchir de démarches un peu dites traditionnelles au sens identification, puis qualification, puis test, puis mise en œuvre, pour plutôt adopter une approche beaucoup plus rapide, de type agile, avec finalement un backlog, un réservoir d'opportunités qui sont priorisées pour instruction ou pour mise en œuvre au fur et à mesure, au fil de l'eau, si j'ose dire. On a deuxièmement sur cet aspect-là, on entend un souhait finalement d'élargir la responsabilité de ce type d'initiative de la fonction financière qui historiquement était la fonction qui portait ce type de démarche, en associant autour de ce que je vais appeler des équipes, des core teams, on va dire dits mixtes, en associant une représentativité de l'ensemble des fonctions et des métiers. Et puis, dernière tendance qui apparaît clairement et qui fait écho à ce que Étienne partageait tout à l'heure avec vous, ce concerne la dimension client, qui vise à tirer par l'évolution forte, notamment du fait de la crise, hein, du canal d'acquisition et d'adressage des clients pour réduire les coûts qui soient liés effectivement à l'acquisition de nouveaux clients ou à l'interaction avec eux. Voilà. 4 tendances fortes qu'on observe sur le marché qui font sûrement écho à certaines de vos réflexions. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est de vous donner quelques exemples très concrets de la manière dont ces idées elles se traduisent. Voilà, en illustrant avec quelques réflexions qui sont initiées par certains acteurs de tout horizon sectoriel. On va commencer par le monde bancaire. Le premier exemple qu'on vous partage là, c'est une banque qui a donc initié son programme de réduction de coûts en 3 étapes. Donc la première chose qui a été lancée, c'est une analyse de mode de fonctionnement qui ont été observés dans le cadre du Covid et qui ont permis d'améliorer l'efficience de l'organisation. Et donc, on s'est plongé, enfin, cette institution-là s'est plongée dans l'interrogation de ces nouveaux fonctionnements. Deuxième étape, ça a été de mobiliser largement l'ensemble des équipes, donc selon une approche très collaborative finalement, pour aller collecter l'ensemble des pistes de simplification qui pourraient être mises en œuvre et se constituer ce fameux backlog ou réceptacle ou liste d'initiatives potentielles. Et puis, une troisième étape une troisième initiative qui a été travaillée sur Digital Workplace et tous les modes de travail collaboratif au sens large, euh, pas tant dans une logique de réduction de coûts stricto sensu, mais principalement dans une logique d'agilité de l'organisation et de résilience dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième exemple qu'on voulait partager avec vous, toujours d'une institution bancaire, c'est une banque qui a décidé de travailler selon 3 axes, donc avec un vrai aspect focalisation. Le premier, ça a été la refonte de bout en bout des processus sur l'aspect banque de détail, en intégrant évidemment l'ensemble des leviers d'automatisation, mais aussi la refonte des processus au sein du réseau avec tous les aspects de vidéo banking qui sont des nouveaux leviers qui sont accélérés du fait de la crise sanitaire. La deuxième, c'est s'appuyer sur la data pour refondre l'ensemble de la chaîne de crédit. On fait des activités à forte intensité travaillistique, à haut niveau d'expertise, et donc s'appuyer sur la data pour la charge de traitement, que ça passe par du pré-contrôle, que ça passe par l'automatisation d'un ensemble de tâches qui étaient jusque-là assez manuelles. Et puis le troisième axe, plutôt côté corporate banking, ça a été de finalement se dire, on a initié, ce qu'on observe sur le marché, on a initié une première étape il y a quelques années sur finalement l'externalisation d'une partie de nos activités. Et on va dans une logique de flexibilité de notre modèle et aussi de réduction de coûts, aller un cran plus loin en confiant un périmètre d'activité complémentaire à un partenaire industriel.
Quelques exemples, Étienne, je te laisse. Oui, alors si je complète par des exemples, cette fois plutôt du monde industriel. Je voulais partager avec vous 2 cas, qui me paraissent intéressants, plutôt par les questions qui se sont posées et les solutions qui sont en train d'être imaginées, parce que c'est des cas qui sont en cours de réflexion, hein, qui ont quelques semaines, pour répondre aux enjeux qui sont les enjeux de ces acteurs-là, dans le contexte. Le premier cas sur la gauche, dans le monde de l'aéronautique, il est drivé, évidemment, je ne vais pas vous refaire le contexte que l'on connaît. Il est drivé à la fois par un enjeu de réduction des coûts, mais aussi par une très forte contrainte sur le cash. Et ce que cet acteur de l'aéronautique est en train de réfléchir, c'est finalement de s'appuyer sur un partenaire industriel pour, dans une logique un petit peu d'outsourcing, mais qui n'est pas du pur outsourcing où je confie à un tiers et je fais opérer, mais plutôt je fais de la coopération en m'appuyant sur un acteur qui va être capable de délivrer une quantité importante de valeur dans un mode d'engagement extrêmement contraignant et engageant. Et donc d'être capable à la fois de délivrer la valeur attendue tout en réduisant de manière assez significative, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros d'économie, mes coûts, et surtout avec un effet à très court terme sur la position de cash, qui est, comme vous l'avez sûrement en tête, aujourd'hui une question clé pour beaucoup d'acteurs du monde industriel. Le deuxième exemple d'un acteur plutôt du manufacturing que je voulais vous partager, qui est intéressant, c'est finalement des questions qui ne se posaient pas hier, ou en tout cas auxquelles on ne répondait pas hier, qui, du fait de la crise, du fait je dirais, d'une certaine évolution de la conscience collective et de la manière d'envisager certains leviers d'optimisation, ont pu être remis sur la table. Pour cet acteur-là, ça concerne deux choses. Un, le fait de considérer, de confier à des tiers et à des acteurs industriels des activités qui hier étaient considérées comme pure business et entre guillemets non outsourçables et qui aujourd'hui dans le contexte le deviennent. Et donc ça ouvre un nouveau champ entre guillemets des possibles. La deuxième dimension qui est intéressante, c'est la dimension liée à l'offshore. Cet acteur-là avait il y a encore je dirais quelques mois, une certaine fébrilité ou en tout cas réticence à faire effet de levier sur des acteurs industriels dans des pays comme l'Inde, la Chine ou l'Asie, et qui, au regard du contexte et au regard aussi de ce qu'ont démontré les organisations qui sont installées dans ces pays-là, considère désormais que c'est une décision qui peut être une décision stratégique et une bonne décision pour son entreprise de faire appel à des partenaires industriels en Asie ou en Inde. Et puis la troisième chose qui leur permet d'envisager le niveau de gain que je vous indique en dessous, c'est le fait de mettre en place une logique vraiment de situation room agile, c'est-à-dire une capacité de pilotage, de prise de décision, de gestion des différentes composantes de ces programmes de manière extrêmement agile et fluide, parce que les décisions sont attendues dans les prochains jours et les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. Et donc il a fallu répondre à l'enjeu de cet acteur-là par une nouvelle manière, entre guillemets, de traiter ces difficultés. Un autre exemple que je voulais vous donner, qui vient cette fois du monde de l'énergie et utilities. Le mot d'ordre de ce client, c'était j'ai pas besoin que vous me refassiez une analyse exhaustive de l'ensemble de mes cost categories, me faire des benchmarks dans tous les sens, etc. J'ai besoin que vous m'aidiez à prendre des décisions rapidement pour avoir de l'impact dès les prochains mois. Dès les prochains mois, c'était déjà fin du premier semestre et fin d'année 2020. Et donc la discussion finalement, le point de discussion avec cet acteur-là, il a un petit peu évolué. Il n'était pas tant sur le quoi, sur la nature des gains qui allaient être faits, mais plutôt sur la manière de mettre en œuvre au sein de son organisation un dispositif d'orchestration et de management du projet qui allait permettre à la fois de délivrer régulièrement des résultats, mais aussi de s'appuyer sur à la fois des assets internes de cet acteur-là, des assets du partenaire, en l'occurrence Capgemini, mais ça pourrait en être un autre, et de dire, voilà, on doit trouver une manière de trouver le meilleur parti,
meilleur équilibre entre ce qu'on doit faire, la manière dont on doit le délivrer, la vitesse d'implémentation et en faisant un effet de levier sur des choses qui existent et qui ont déjà prouvé leur efficacité, qu'on appelle dans ce cadre-là des assets. Ouais. Autre exemple, alors je vais plutôt me focaliser sur l'exemple de la restauration, m'attarder un petit peu là-dessus, parce que l'approche est particulièrement singulière. C'est une organisation qui a décidé, qui a fait le pari, si j'ose dire, de lancer une initiative de strategic cost reduction en focalisant sur un axe de travail qui est l'automatisation. Alors, automatisation sur deux périmètres, le périmètre des fonctions support et puis le périmètre des restaurants. Alors évidemment, sur les fonctions support, c'est extrêmement large puisque on va parler de fonction achat, de la fonction financière, évidemment de l'IT. Ce qu'il faut retenir, c'est l'approche qui a été menée par cas d'usage, c'est-à-dire identification très rapide de gisements potentiels et puis mise en œuvre. Donc on va parler de traitement automatisé de factures, on va parler également de refonte totale du système reporting pour qu'il soit à 99% automatisé si 100% n'est pas atteignable. On va également adresser les processus souvent ou parfois ou trop souvent, je ne sais pas, chronophages de clôture budgétaire, par exemple, si on repart dans l'exemple de la direction financière. Le deuxième terrain d'application, ça a été les restaurants. Et là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut automatiser et digitaliser dans une logique à la fois de réduction des coûts, mais aussi d'expérience client, l'ensemble des processus que nous connaissons. Et pour atteindre cette ambition-là, aujourd'hui, c'est finalement de la mobilisation de différents leviers, à la fois autour de l'IoT, à la fois autour de la refonte de processus, à la fois autour des refontes de toutes les interfaces finalement digitales qui vont être à disposition des collaborateurs qui se rendent dans ces restaurants-là. Voilà. Donc une approche extrêmement focalisée, déclinée par cas d'usage sur deux périmètres extrêmement variés. Autre angle d'attaque. Du coup, en conclusion à ce stade, donc on a fait, vous l'avez compris, on a fait un peu le choix de partager avec vous principalement des observations et de vous restituer le type d'échange, de questions que l'on a aujourd'hui, que vous nous posez et que nos clients nous posent. Derrière ces sujets-là, derrière ces histoires, nous, on s'appuie en fait sur trois éléments pour permettre d'avancer, de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont posés. Un, des méthodologies, des méthodologies à la fois d'analyse et ensuite d'implémentation de solutions. Deuxièmement, des logiques de benchmark. L'exercice qu'on fait aujourd'hui avec vous, qui est passionnant, c'est finalement d'essayer de s'inspirer de cas réels, de cas concrets, pour trouver des réponses à des questions complexes que vous pouvez vous poser aujourd'hui dans votre contexte. Donc des benchmarks qui peuvent à la fois être très sectoriels ou qui peuvent tout simplement permettre de s'ouvrir un petit peu les chakras et d'identifier des pistes. Et puis un troisième point sur lequel on s'appuie, c'est ce qu'on appelle des assets. Et des assets, c'est finalement des solutions souvent digitales d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves et qui sont des moyens, premièrement, d'accélérer votre transformation et deux, de la dérisquer. C'est-à-dire qu'on en maîtrise finalement les tenants, les aboutissants. On sait, en faisant appel à tel ou tel asset, le résultat qu'il va apporter. Et donc, on est capable, à vos côtés, d'anticiper avec beaucoup de précision les résultats de telle ou telle transformation. Deuxième chose que je voulais partager avec vous en conclusion, c'est que finalement notre responsabilité, en tant que Capgemini Invent aujourd'hui, c'est de vous accompagner, de bout en bout, tout au long de ces réflexions-là. Si vous vous rappelez, un des écueils que je vous partageais en début de webinar sur les causes racines de projets ou de programmes qui n'atteignent pas toujours leurs résultats, je vous disais que c'était, le fait d'avoir parfois, sur ou mal évalué, les enjeux ou les potentiels de gains. On pense en particulier en ce moment, parce qu'il y a une très forte pression sur l'ensemble de nos entreprises sur les résultats qui vont arriver à la fin du semestre, à la fin de l'année, et sur le fait d'être capable de se committer sur une amélioration de nos efficacités opérationnelles. On pense que c'est extrêmement important d'être, entre guillemets, responsable, d'être
faire et d'être vraiment précis sur la manière dont on va délivrer la promesse qui peut être faite au moment d'un diagnostic, au moment d'une évaluation. Et puis dernièrement, et c'est les questions que je voulais vous proposer un peu pour finaliser cette première étape du WebEx, ça passe par six grandes thématiques qui sont les questions que vous nous posez aujourd'hui, qui sont vos sujets de préoccupation. Alors peut-être que certaines ou certains d'entre vous les ont déjà, on va dire, ouvertes ou initiées. Pour d'autres, peut-être que ce sera des questions que vous poserez dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est celles qui aujourd'hui on pense, vous préoccupe et doivent vous préoccuper si vous voulez vous lancer dans ce type d'initiative. Premièrement, et c'est peut-être la plus importante pour commencer, j'en viens d'en parler, c'est quelle ambition se fixer, quelle est la quantité d'amélioration qu'il est réaliste de se fixer, à quelle échéance et surtout avec quels moyens mettre en face. Une deuxième question qui vise à décider finalement de par où commencer. Vous avez vu à travers les quelques exemples qu'on vous a donnés qu'il y a une pléthore de possibilités dans nos différentes entreprises, d'axes d'amélioration, d'optimisation. On a cette question tactique de savoir par quel sujet commencer, dans quel ordre, qui nous paraît être stratégique et qui doit être une des premières questions à poser. Une troisième autour de la mobilisation, donc là c'est un volet très humain. Qui seront les personnes un peu de la A-team, de la core team, qui sera en charge de construire, de déployer, de mener cette transformation. On a cette conviction que les hommes et les femmes qui font partie de cette équipe ont un rôle majeur et ont une responsabilité majeure dans la réussite de ce genre de programme. Quatrièmement, on en a aussi un petit peu parlé, la manière de financer cette transformation. C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais c'est, je dirais, une question qui a pris un peu plus d'importance, puisque je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on se retrouve chez certains de nos clients et chez certains d'entre vous dans des situations où on a envie de faire, mais où il nous manque finalement les moyens de financer cette envie. Et donc, on a des idées pour vous accompagner, vous aider à trouver des méthodologies un petit peu innovantes pour financer et être capable de lancer ces transformations. Et puis enfin, les deux dernières questions, elles concernent plutôt comment créer une histoire à la fois en interne au sein de l'entreprise, comment donner du sens à ce type de programme, à la fois pour les collaborateurs et pour les stakeholders. Et puis, je trouve ça intéressant de finir avec ce point-là, comment mener cette transformation en étant conscient et responsable de son environnement. La plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous êtes au cœur d'une filière, au cœur d'un environnement, au cœur d'un écosystème qui a subi ou qui est en train de subir la crise que l'on vit tous. On a probablement toutes et tous un rôle à jouer dans la transformation de nos économies et de nos filières. Et on pense que c'est important et responsable de se poser cette question-là avant de se lancer dans une transformation. Voilà un petit peu les éléments principaux qu'on voulait partager avec vous. Je vous propose qu'on passe aux questions. N'hésitez pas à utiliser Oui, le chat. Arnaud, je te laisse nous dire les premières questions. oui, une première question pour toi, Étienne. Euh, je te la lis textuellement. Oui. Qu'est-ce qu'un cabinet de conseil comme Capgemini Invent, qui a une vision transverse sur le marché, voit d'innovant dans les approches, leviers menés de cost reduction? J'aurais envie de vous donner deux éléments de réponse principaux. Le premier, qui répond pas au côté innovation, mais qui répond au côté vision un petit peu transverse. On a la chance d'être un cabinet qui est présent dans la plupart des grands pays et continents autour du globe, et on a cette capacité à anticiper et parfois à apprendre, tout simplement, et très humblement, de ce qui s'est passé dans certaines géographies pour en tirer bénéfice et profit pour nos clients de d'autres géographies. Si je vous donne un exemple très concret, vous avez probablement suivi que le déconfinement en Asie a précédé de quelques semaines celui dans lequel nous sommes engagés en ce moment. On a énormément appris de ce que nos amis chinois ou indiens ont pu faire au moment du déconfinement, et ça nous permet aujourd'hui d'apporter à nos clients en France et en Europe des éléments de réflexion et de transformation qui sont très intéressants. La deuxième chose sur le volet innovant, Arnaud, je dirais qu'il y a pour moi trois éléments que je qualifierais d'innovants. Le premier, c'est tout ce qui va concerner l'exploitation de la data.
on a aujourd'hui un potentiel inexploité de performance à travers la data qui est fantastique. Il y a un exemple, moi, qui m'a marqué, que je peux partager avec vous, dans le monde des biens de consommation. J'ai appris que grâce à l'utilisation d'algorithmes pour améliorer la composition de certains composants de packaging de produits qu'on achète toutes et tous au supermarché, eh ben, des grands acteurs de la distribution pouvaient gagner plusieurs millions d'euros en faisant appel à l'intelligence de la data et de l'algorithme. La deuxième dimension d'innovation pour moi, c'est la technologie au sens plus large. Antoine parlait tout à l'heure de ce que les acteurs de la restauration collective sont en train de faire pour améliorer l'expérience client tout en réduisant les coûts. Ça passe par des nouvelles technologies, certaines qui n'existaient pas il y a 3 ans et qui aujourd'hui vont devenir des nouveaux moyens d'opérer. Et puis, la troisième manière pour moi d'être innovant, c'est à travers les partenariats et à travers ma bulle en bas à droite. Je vais revenir dessus. Être innovant, c'est aussi travailler, non pas en vase clos, mais travailler avec son écosystème et trouver des solutions à plusieurs. Merci Étienne. Une question pour toi, Antoine. Comment faites-vous pour identifier rapidement le potentiel de gain? On a déjà abordé un certain nombre de sujets. Les premiers éléments qui me viennent en tête et que moi que j'aurais envie de partager avec vous, c'est effectivement, réaliser des analyses qui sont multidimensionnelles parce que c'est la meilleure capacité en adressant à la fois une logique de screening des coûts au sens large, des modes de fonctionnement, des process et de l'organisation. Ça va être le premier aspect qui va nous permettre de brasser, entre guillemets, ou d'embrasser une vision 360 et donc d'identifier les leviers de gain prioritaires. Moi, je pense qu'il y a deux éléments que je voulais peut-être que j'aimerais mettre en avant. C'est aujourd'hui, on s'est équipé d'un centre d'excellence qui est en capacité de mener, parce qu'il est outillé, de mener des analyses et donc d'être en capacité de fournir à la fois des benchmarks sectoriels, mais aussi, c'est quelque chose auquel je crois très très fort, un certain nombre d'analyses qui va permettre d'identifier là où sont les meilleures pratiques en interne au sein de votre organisation et donc de pouvoir très très vite en fait identifier les fonctions qui pourraient finalement franchir une étape en termes de productivité et d'efficience en se rapprochant de ce qui se fait déjà au sein de votre entreprise. Donc je pense qu'il y a cette logique de centre d'excellence qui est outillé, qui permet d'accélérer notre capacité d'analyse. Et puis le deuxième, je rebondis sur ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est évidemment la data. On a un gisement absolument extraordinaire et inexploité d'éléments qui nous permettent de comprendre de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait fait il y a encore quelques années, où sont les modes de fonctionnement, comment sont finalement allouer les différentes ressources humaines, financières, etc. dans l'organisation. Et ça c'est un vrai levier aujourd'hui qui est particulièrement efficace pour gagner en rapidité. Je vais prendre un des exemples. On parle notamment des sujets des outillages autour du process mining qui sont des technologies qui vous permettent d'exploiter votre data et de reconstituer l'ensemble de vos processus, permettant ainsi d'identifier là où est-ce que vous avez des perte d'efficacité, des gisements de productivité, et ça en l'espace de quelques jours. Et ça constitue des réels accélérateurs pour ensuite, sur la base de ces premiers leviers identifiés, les confirmer et les mettre en œuvre. Voilà, c'était les deux éléments qui me venaient naturellement à l'esprit sur ce sujet-là. Merci Antoine. Peut-être une dernière question pour Étienne. On voit que finalement, le remote working tel qu'il a fonctionné en mode accéléré et même obligé en fait pour tout le monde, va entraîner des transformations profondes dans les modes de travail, mais aussi peut-être la manière de gérer nos employés, les bureaux, etc. Est-ce qu'il y a un business case associé à ça? Ce qui est certain, c'est qu'il y a ce que j'appelle un people case, avant toute chose. C'est-à-dire on est en train de voir, et c'est ce que je partageais tout à l'heure avec nos partenaires et nos clients. On est en train de voir que ce que la crise a révélé, c'est pas juste des contraintes et des manières de fonctionner qu'on s'est imposées, c'est des manières de fonctionner qui, pour certaines, ont été des révélatrices de talents, d'opportunités, de savoir-faire, d'autonomie.
qu'on doit, en tant que manager, être capable d'entendre, de comprendre, d'appréhender et ensuite de stabiliser. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'effectivement, en particulier, alors je pense en particulier aux grands groupes. La question pourrait se poser peut-être différemment pour les plus petites structures, mais pour les grands groupes, des analyses qu'on a commencé à mener, on voit qu'effectivement le business case, lié à, d'une part, les coûts pour faire travailler les collaborateurs à distance, les économies de temps de transport qui peuvent être faits, une gestion plus flexible des locaux et de tout ce qui va être facility management au sens large, plus une certaine responsabilisation, autonomie des collaborateurs qui vise aussi, je reviens sur mon histoire People Case, à les faire monter en compétences, en savoir-faire, etc. De ces premières analyses, on case, il peut être à la fois un business case à long terme, c'est-à-dire vraiment transformationnel, mais que c'est aussi un élément qui va nous permettre de assez rapidement dégager des marges de manœuvre à partir du moment où on prend en considération, et ça pour moi c'est un élément extrêmement important, où on prend en considération et on écoute attentivement les attentes de nos employés, des salariés, et qu'on met en place des modes de travail qui leur permettent entre guillemets, de s'épanouir et de faire de la meilleure manière possible leur travail au quotidien. Merci beaucoup.